Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF. Ce vendredi, nous sommes le 1er octobre les amis, ça y est. Un programme très chargé. Nous ferons plusieurs escales du côté du Forum Paix Normandie avec quelqu'un que vous connaissez, Hervé Morin, qui a rencontré Tarek Mami, mais aussi Catherine Morin-Desailly, sénatrice également, et l'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO qu'on avait déjà rencontré. Qui a rencontré donc Tarek Mami. 3 rendez-vous, 3 interviews à découvrir dans ce LGF. Autre passage, nous ferons un petit tour par la ville d'Amiens. Vous nous écoutez d'ailleurs sur France Maghreb 2 où va se dérouler un événement musical ce soir, animé d'ailleurs par notre DJ Nabil. C'est gratos les amis, on sera avec l'élu en charge de la jeunesse tout à l'heure de la ville d'Amiens en direct dans ce LGF. Au programme de cette émission, nous allons parler évidemment des annonces de Castex, le Premier ministre hier soir, à propos de la hausse des prix de l'énergie. A-t-il été convaincant? C'est ce qu'on tentera de se poser comme question. Passe sanitaire également étendu aux 12-17 ans, une mesure utile d'après vous. Et puis il a annoncé hier dans l'émission Balance ton poste, Yacine Bellatar annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle seulement si Zemmour y va. C'est d'ailleurs été très animé hier soir dans cette émission Balance ton poste avec un Bellatar qui s'est fait menacer par Éric Nolot, très énervé pour le coup. Voilà pour le programme, ma foi, soyez les bienvenus, c'est parti jusque 18h. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Eh ouais. Le Grand Forum. Ravi de vous accueillir les amis sur France Maghreb 2 pour m'accompagner aujourd'hui en direct de son travail du côté de Bruxelles au Parlement européen donc, et conseiller municipal monsieur Ismaël Boudjekada. Comment ça va mon Ismaël? Salut, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Quel temps fait-il à Bruxelles? Un peu gris mais ça va, on n'a pas la pluie comme à Paris. Bon bah écoute, à chacun sa météo. Monsieur Ali également est avec nous. Ali, alors je sais jamais s'il est commercial ou directeur. Directeur commercial. Directeur, comme ça c'est bon. Directeur commercial dans une société d'informatique, c'est ça, moi Ali? Oui, exactement. Pegasus n'a plus de secret pour Ali. Oui, exactement. C'est ça. Et alors, je ne sais pas où il est. Notre Pierre-Henri National, président de France Fraternité, est en retard. Je sais pas ce que ça mérite comme gage, mais bon. On va demander peut-être à Ismaël nous dire ce que ça mérite comme gage. En tout cas, Pierre-Henri qui, quand même, d'habitude est à l'heure. Mais bon, on l'attend en tout cas, les amis. Un programme chargé, je vous le disais, avec dans un instant, donc également le plus du LGF. C'est le petit plus, c'est la petite information plus qu'on va traiter rapidement. C'est les nouvelles, la réforme chômage avec les nouvelles règles qui entrent en jeu à partir d'aujourd'hui. Et c'est pas très très bon pour les chômeurs. Je vous en reparlerai dans un instant, je vous expliquerai tout et en détail, avec également une autre mesure qui va prendre effet aussi à partir du 1er décembre. Restez avec nous, le LGF, émission de référence. Ismaël Boudjekada et Ali sont avec nous. Et Pierre-Henri qui va pas tarder de nous rejoindre juste après la pub, à tout de suite. Et les amis, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, l'émission de référence. Et ouais, ça fait plus de 10 ans qu'on est là, le LGF tous les jours, 16h, 18h, et c'est pas prêt de changer. Avec aujourd'hui, avec nous, monsieur Ali, directeur commercial d'une célèbre société informatique, et monsieur Ismaël Boudjekada, en direct de Bruxelles, au Parlement européen, conseiller municipal également, avec nous. Et Pierre-Henri est dans le taxi, les amis. Il est dans le taxi. Mais comme tu le sais, mon cher Ismaël, à Paris, ça roule beaucoup plus mal qu'à Bruxelles. C'est le bordel, surtout le vendredi, évidemment, et surtout quand il pleut. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il arrive en retard, et c'est ce qui va se passer. Alors on va faire plusieurs tours du côté du Forum Paix Normandie qui se déroule depuis hier et aujourd'hui, avec plusieurs tables rondes qui ont eu lieu sur l'Afghanistan, sur la Libye, sur le Sahel, avec notre ami Emmanuel Dupuis d'ailleurs qui a fait une conférence hier. Tarek Mami a ainsi rencontré plusieurs personnalités. Nous écouterons dans quelques instants l'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO, et puis aussi madame Catherine Morin-Desailly qui est sénatrice également. Et on va commencer par quelqu'un que vous connaissez peut-être d'ailleurs, Hervé Morin. Ça vous dit quelque chose, les amis? Ancien ministre de la Défense. Ancien ministre de la Défense, tout à fait. Mais aussi, Ismaël, président du mouvement centriste. Président des centristes, exactement.
Et puis, il a un poste aussi important en Normandie. C'est sa région, la Normandie, évidemment. Alors, je vous propose d'écouter donc cette rencontre interview de Tarek Mami qui interviewait donc Monsieur Hervé Morin dans le LGF en exclusivité pour France Maghreb 2. Monsieur le Président, donc nous sommes ici en Normandie à Caen. France Maghreb 2 est une radio France nationale et on se pose la question comment ça se fait que vous avez choisi cette thématique et cette ville alors que nous avons la mauvaise habitude en France de tout faire à Paris. Écoutez, nous avons, c'est la 4e édition de Normandie pour la paix. C'est une construction qui a été un vrai pari, c'est de se dire nous sommes la terre de la liberté, nous sommes la terre qui a vu l'Europe retrouver sa dignité et retrouver la démocratie. Et en clair, on doit être capable de bâtir une manifestation qui est très singulière. Elle est ouverte à tout le monde. En général, tous les grands débats, les grands échanges, les colloques autour des questions de sécurité, de paix, de stabilité, de défense, sont que des personnes cravatées avec des discours formatés. Et nous, on s'est dit, on va essayer d'en faire un haut lieu de l'échange, du débat, de réflexion, en faisant venir des hommes et des femmes venant du monde entier, en faisant venir de très grandes personnalités, mais aussi dans le même temps, en permettant aux jeunes, aux lycéens, aux étudiants, à quiconque qui le souhaite, de venir partager, échanger, écouter, à travers à la fois des plénières, mais aussi des ateliers. Et l'idée aussi, c'est de devenir une terre de médiation, une terre de réflexion, à travers cette chaire universitaire que nous avons bâtie avec un grand monsieur sur ces questions, qui est Tony Opossa, travailler avec le CNRS autour de cette chaire universitaire. Et donc, en clair, faire en Normandie, compte tenu de notre histoire, un haut lieu, un Davos de la paix, le lieu où on parle sécurité, développement durable, stabilité. Et donc cette année, bien entendu, avec un focus particulier autour de la question afghane, qui est une question, bien entendu, qui est centrale, parce qu'on voit très bien que le hard power, que la seule intervention bâtie sur l'idée de la puissance, c'est-à-dire sur des modèles anciens, ne fonctionne pas, qu'à chaque fois, durant ces 30 dernières années, nous avons d'abord et avant tout bâti la résolution de la crise à travers des opérations militaires. Eh bien, au bout du compte, ça a échoué en Irak, ça a échoué en Afghanistan et ça échouera malheureusement au Mali aussi. Voilà. Merci, Monsieur le Président. L'affaire des sous-marins, est-ce que ça reflète le changement, ce qu'on vous dit, c'est-à-dire la géopolitique dans le monde? L'affaire des sous-marins? Oui, des sous-marins. Parce qu'on voit que les Américains continuent dans l'ancienne approche sécuritaire de faire des alliances. Oui, mais je crois que c'est pas la question des sous-marins, elle est autre. C'est probablement, c'est d'abord le fait que nous avons gagné ce marché à un moment où on a eu en quelque sorte un retrait américain, et donc on a profité de ce retrait américain pour gagner ce marché dans un pays qui voulait reconstruire sa filière industrielle et retrouver une capacité militaire qu'elle avait perdue. Et donc l'Australie a signé ce contrat, mais au bout du compte, si on y réfléchit bien, l'allié traditionnel historique de l'Australie, ce sont les États-Unis. Et donc à partir du moment où les Australiens vous proposent, les Américains vous proposent des sous-marins à propulsion nucléaire, et donc de rentrer dans une alliance qui est celle des pays anglo-saxons, dans l'espace qui devient l'espace prioritaire pour les États-Unis, qui est la zone Indo-Pacifique, est évident que pour la France, bien entendu, on se retrouve dans une situation difficile, mais il n'empêche que ça reste quand même d'une part du côté australien très inélégant, c'est le moins qu'on puisse dire, et du côté américain l'oubli de ses alliés traditionnels. Mais il n'y a pas, entre les États, il n'y a pas d'amis, il y a d'abord des intérêts. Merci. Voilà, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Merci monsieur Hervé Morin pour cette évidemment réflexion que tout le monde
comprendra. Allez, soyez les bienvenus en direct sur votre radio France Maghreb 2, évidemment le LGF, le grand forum émission de référence les amis. Et on va souhaiter, messieurs, la bienvenue à monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Qu'est-ce qui s'est passé mon Pierre ? T'es perdu quoi ? Ah mais nullement, mais simplement il y a des difficultés de circulation Merci à Paris, Anne Hidalgo. même en taxi. Ah oui, donc c'est pour dire. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de se déplacer, et puis c'est cher, Ah bon onéreux. Bah oui. Tu passeras par la compta à la fin de l'émission. Oui, voilà, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. On va souhaiter la bienvenue à de nouveaux auditeurs pour France Maghreb 2 qui débarquent à partir d'aujourd'hui à Avignon, les amis, en DAB+, en radio numérique. Donc, bienvenue à de nouveaux auditeurs du côté d'Avignon. On y danse. Alors, est-ce qu'on y danse en dessous ou au-dessus ? Quoi qu'il en soit, on pourra écouter non seulement en dessous et au-dessus France Maghreb 2. Tous en rond ou seul, c'est comme vous voulez en tout cas. Ismaël Boujakada est avec nous en direct de Bruxelles du Parlement européen. Monsieur Ali, directeur commercial, est également avec nous, et monsieur Pierre-Henri, donc vous l'avez entendu, compris, avec nous pour France Fraternité bien sûr qu'il préside. On va donc maintenant passer à notre quiz, le quiz du LGF. Ah, le quiz. Eh oui, c'est parti les amis, on y va. Le quiz. Avec mes petites questions et ce match qui oppose Ismaël Boujakada, Pierre-Henri et Ali. Êtes-vous prêts, messieurs? Tout va bien? C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon, très bien. Première question. Les femmes de quel pays européen obtiennent le droit de vote en 1931? Luxembourg. Non, monsieur. L'Espagne, l'Italie, la Suède. L'Espagne. Voilà. Bonne réponse de Pierre-Henri qui nous... Absolument. Premier point. Attention, le Kikadi. Qui a prononcé cette phrase sur Twitter? Le droit a été une nouvelle fois bafoué. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Je veux dire que Ismaël l'a dit en même temps, donc j'accorde le point aux deux. Il a rajouté: j'irai jusqu'au bout de ma quête, qui dépasse d'ailleurs mon cas personnel, a-t-il déclaré Nicolas Sarkozy après sa condamnation à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique dans l'affaire, évidemment, oui, de alors, Big Malion. Il y a appel, hein. Et puis il y a cour de cassation. Oui, il y a appel, mais bon, voilà. Ouais. Lavrio aussi fait appel, hein, de sa condamnation. Il a pris 3 ans, lui, hein, dont 2 fermes. Cher. Ouais. Sarkozy avait demandé à ce que les peines de plus de 6 mois soient exécutées en prison. C'est ça. Ouais. Vous vous rappelez de cette phrase? Vous vous rappelez du vœu de Sarkozy que les peines de plus de 6 mois soient... Voilà. Mais moi, je ne me réjouis jamais que la prison soit une solution. Et donc, j'entends bien les moqueries sur les réseaux sociaux, mais la vérité, c'est qu'il faut accompagner Nicolas Sarkozy pour qu'il puisse se réinsérer. Donc, la prison est pas utile. Ouais. Bah non, mais il va pas aller en prison, Pierre. Il va être sous bracelet à la maison, donc ça va. Attends, il y a pire. Et dans ce pays, il y a le droit au recours aussi. Donc, il n'est pas condamné définitivement. Bon, enfin, en tout cas, ça la fout mal pour l'ancien président. C'est la 2e condamnation en moins d'1 an. C'est pas mal, hein. 25% des présidents de la 5e République sont passés par la case justice. Donc bon, voilà. Le précédent, Jacques Chirac, oui, il est Mitterrand, non. Hollande, non. Giscard, oui, je crois, hein. Je crois me souvenir. J'en souviens plus, moi. Ouais. Voilà. La seule remarque un petit peu concernant ce dossier-là, c'est on se dit il a eu 1 an de prison ferme avec la batterie d'avocats ultra compétents. J'ose imaginer s'il avait pris un avocat, on va dire simple, normal, à mon avis là. Bon, alors ça nous fait 2-1 pour Pierre-Henri, 1 point pour monsieur Ismaël Boujakada. Voici la 3e question. Quel joueur de légende termine sa carrière à New York en 1977 en marquant son 1281e but? Pelé. Pas de réponse de Ali. Qu'il a eu. C'était pas Beckham, Pierre-Henri 1977. Bon, quand même. Je me suis trompé de période. Bon. 1 point pour Ali, 1 point pour Ismaël, 2 points pour Pierre-Henri. Attention, 4e question. Oui. Le square, un célèbre square situé en face de la célèbre université la Sorbonne, va porter le nom de qui? Samuel Paty. Samuel Paty est une bonne réponse. Eh oui. Voilà. Elle comptait 4, hein, donc je suis en tête, j'ai 6 points contre... N'importe quoi. Non. Ça fait 3-1-1. 5e question. Quoi,
3 pour toi, 1 pour Ali, 1 pour Ismaël. Ouais. Comment s'appelle la loi entrée en vigueur en 1992 et qui interdit les fumeurs de fumer en public? La loi anti-tabac? Eva, non? Eva est une bonne réponse de Ali. Voilà, attention, remontada. Ismaël, tout va bien, bloqué un point lui. Oui. Mais c'est Bruxelles, hein, c'est normal. Oui, c'est ça, c'est normal, voilà. Ouais. Quelle actrice française reçoit un Oscar en 1998 pour l'ensemble de sa carrière? Jeanne Moreau. Jeanne Moreau est une magnifique réponse, Ali. À Los Angeles, effectivement. Attention, seuls Pierre et Ali jouent pour cette question puisque on est à 3 partout. Attention, tout va se jouer là-dessus. Je cherche un chanteur, un compositeur et acteur français mort en 2018. Chanteur, compositeur. Hallyday. Non, monsieur. Aznavour est une bonne réponse de Ali. Aznavour, effectivement. Bravo, Ali. Alors là, franchement, ça vaut. Mais du coup, tu as gagné le droit de chanter une chanson de Aznavour. Vas-y, je peux te mettre. Ah, tiens, écoute, vas-y, tu peux essayer de chanter là-dessus. Hein. Allez, on va essayer. Écoutez, chantez. Allez. Voilà. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. C'était mieux à l'école des fans. Hein. Aznavour, évidemment, sacré bonhomme, hein. Aznavour, monsieur Aznavour, qui alors, attendez, je regarde quelques chiffres sur Aznavour, c'est quand même assez impressionnant. C'est d'ailleurs 1 million de disques vendus. C'est 1000 chansons composées dans 5 langues. Et puis, c'est quand même, on l'a pas oublié, 80 films et téléfilms pour Aznavour, quand même. Donc c'est pas rien. Il y a à Paris la cantine d'Aznavour qui se trouve rue Bleue. C'est un restaurant associatif très très sympa. Voilà, c'est rue Bleue et c'est une publicité gratuite. Très bien. Alors, en tout cas, voilà, bravo, belle victoire de notre ami Ali qui a coiffé au poteau notre ami Pierre-Henri. Très bien, bien joué. Allez, c'est parti pour le plus du LGF. On y va, les amis. Nous sommes évidemment aujourd'hui le 1er octobre, les amis. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nouvelles choses qui entrent en activité, en action. À partir d'aujourd'hui, si vous êtes au chômage et que vous avez un Pôle emploi pour vous inscrire, pour vous faire indemniser, sachez qu'il y a une règle d'indemnisation. Les règles d'indemnisation, ont changé à partir d'aujourd'hui et c'est très important. Jusqu'à présent, le calcul de l'allocation mensuelle était plus favorable aux personnes qui alternaient contrat court et période d'inactivité qu'aux salariés qui avaient travaillé sans interruption. C'est cette inégalité que le gouvernement a voulu gommer. À partir d'aujourd'hui, le calcul tiendra compte de cette période d'inactivité et mécaniquement, cela va faire baisser son montant. Selon l'assurance chômage, la baisse devrait être de 20% en moyenne chaque mois. Elle concernera 800 000 personnes quand même, et uniquement dans celles qui s'inscrivent à Pôle emploi. À partir d'aujourd'hui, pas de changement en l'occurrence pour celles déjà inscrites. Il y a 2 autres mesures qui vont entrer en action le 1er décembre. 1, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois au lieu de 4 actuellement pour avoir le droit à l'assurance chômage. 2, les salariés qui gagnent plus de 4 500 € bruts par mois verront leur allocation diminuer à partir de 7 mois de chômage, et l'ensemble de cette réforme devrait permettre une économie d'environ 1,3 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien pour le gouvernement. Un petit mot là-dessus, mon cher Pierre-Henri. Oui, c'est très compliqué parce que il faut tout dépend si l'économie repart et s'il y a évidemment une offre d'emploi disponible sur le marché. L'idée de départ, c'est de faire en sorte que le travail soit plus rémunérateur que l'aide sociale. Mais ce raisonnement ne tient que dans une économie qui prospère. Alors, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'emplois non pourvus aujourd'hui. Il y a, selon Pôle emploi, près de 400 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs. Et c'est un vrai sujet. Ça dépend également des secteurs qui recrutent, parce qu'il y a des emplois qui sont à horaires décalés et avec des rémunérations très faibles. Je pense notamment à tous les emplois de la restauration. Voilà, je crois que toute réforme doit être évaluée et que si... Alors j'ai dit rapide, hein, Pierre. Oui. C'est le plus de l'info que ça soit rapide. Bon, eh bien, cette réforme doit être évaluée. Oui. Favorable ou pas, Pierre?
Mais encore une fois, je veux voir les effets réels sur le marché. 20% en moins sur la prestation d'indemnisation. Oui, mais je ne raisonne pas comme ça. Est-ce que oui ou non? Peut-être que toi, tu raisonnes pas comme ça, mais ceux qui touchent l'allocation chômage raisonnent autrement. Bien sûr, mais enfin, les allocations chômage, elles viennent d'un système de solidarité où tout le monde contribue. Donc, l'idée de dire... chômage par plaisir, Pierre. Mais évidemment que personne ne va au chômage par plaisir. Mais il y a aussi des emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Il faut les pourvoir. Et moi, ce que je veux regarder, c'est les effets réels sur le marché de l'emploi. Voilà. Ismaël, le chômage et les nouvelles règles qui entrent en mesure à partir d'aujourd'hui, avant d'accueillir Jamel aussi, qui travaille à Pôle emploi et qui va nous peut-être faire part d'une certaine inquiétude du personnel d'ailleurs de Pôle emploi. Ismaël. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter ce discours qui semble, excuse-moi, je manque absolument pas de respect, mais totalement hautain. Je dirais à un moment donné, l'autre fois c'était sur les villages thérapeutiques, ou plutôt le village de Crac à Paris, où l'emplacement ne posait pas de problème. Aujourd'hui, c'est sur le fait que, à un moment donné, quand on a le chômage, il y a des boulots qui sont pas pourvus. C'est sûr que quand vous avez un doctorat ou un bac+5, vous n'avez pas envie de faire éboueur. Je dirais à un moment donné, il faut miser sur la formation professionnelle. Il faut aller voir là où l'État ne remplit pas son rôle pour réorienter, pour former du personnel compétent avec des niveaux de rémunération équivalents par rapport aux compétences, plutôt que se dire on va taper sur les chômeurs. Une fois encore, et là tu l'as justement dit, effectivement on n'y va pas par plaisir, mais à un moment donné c'est bien trop simple que de taper sur les chômeurs, et pire que ça, c'est même dramatique sur le long terme, puisque tu parles de calcul et qu'il faut regarder ce que ça va donner. Aujourd'hui, quelqu'un à qui on va donner moins d'argent, automatiquement, on le connaît, le cercle vertueux économique, enfin, je veux dire, c'est la théorie keynésienne, on sait très bien que quand tu enlèves des liquidités, automatiquement, ça fait que les gens ont moins de pouvoir d'achat, il y a moins de commandes dans les entreprises, et donc derrière, c'est un cercle vicieux dans lequel on va licencier des gens. C'est ça la réalité à l'échelle macroéconomique. Oui. C'est remarquable, cet éloge du tout étage. J'aimerais que tu t'en souviennes dans tous les cas. Oui, il s'en souvient, t'inquiète. Oui, non, mais ça me fait marrer. Pourquoi ça te fait marrer? Mais non, mais l'appel au tout état comme solution miraculeuse, les colcos, on sait ce que ça donne. Hein. Bon, allez, remets de l'ordre là. Allez. Alors, on laisse Ali parler, vas-y. On est dans un contexte déjà où on sort du Covid, donc tous les spécialistes sont en train d'annoncer qu'on risque d'aller dans une crise sociale. Moi, quand une mesure est prise, il faut en connaître l'objectif. L'objectif, c'est de faire des économies. Moi, personnellement, une telle mesure comme ça ne veut absolument rien dire. Je pense, comme l'a dit auparavant Ismaël, parce que quelque part, c'est pas dire si elle est efficace ou pas efficace, mais c'est vrai que la partie formation. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'on va, je pense, malheureusement, paupériser plus les gens. Parce que quelqu'un qui avait un salaire du SMIC ou qui avait un peu plus du SMIC et qui va se retrouver malheureusement amputé de 20% ou 25% de son salaire, qu'on le veuille ou non, ça va encore le faire descendre vers une paupérisation. Il peut trouver du boulot aussi. Oui, mais faut qu'il essaye, Pierre. C'est pas facile de trouver du boulot. Hein. Le problème, c'est pas. Je te rappelle, Macron, il disait, il suffit juste de traverser la rue pour trouver du boulot. Mais j'ai trouvé cette remarque totalement déplacée. Mais oui, on est d'accord. Mais bien sûr. Mais oui ou non, y a-t-il des offres non pourvues dans un certain nombre de. Oui. Tiens, on va demander à Jamel. Il travaille à Pôle emploi, il est avec nous. Salut, Jamel. Voilà. Ouais, salut à tous. Alors, écoute, ça va. Écoute, ça commence fort, cette émission. J'ai l'impression que, je dirais, Rudy Kazi sort du corps de Pierre-Emmanuel. Non, c'est pas le même. J'ai fait phrase longue depuis deux émissions, là, que j'entends. Mais bon. Alors, donc, tu travailles à Pôle emploi, les nouvelles mesures entrent en jeu. Il paraît que le personnel de Pôle emploi est un peu inquiet, là. Alors, à Pôle emploi, il faut savoir qu'il y a, grosso modo, en agence, 2 types de personnel. Nous, on est en placement, c'est-à-dire c'est nous qui allons accompagner les demandeurs d'emploi sur leurs projets de recherche, d'emploi, de formation, de différentes choses, et la partie indemnisation. Maintenant, cette réforme-là va nous impacter des deux côtés. Parce que nous, d'un autre côté, c'est nous qui recevons les personnes à l'agence. C'est un peu bizarre, mais la plupart du temps, c'est de l'indemnisation, c'est pas nous. Maintenant, j'ai fait quand même mes petites formations par-ci par-là, et cette formation-là, en fait, il faut savoir le calcul va pas concerner tout le monde. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Il y a la durée de cotisation qui, par contre, elle repasse à 6 mois. À partir du 1er décembre.
Exactement. Ça va être... pour avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 actuellement. En fait, ça, c'est qui était la norme avant et qui devait l'être... crise Covid oblige, il y a eu des reports. Maintenant, les plus impactés, c'est qui? Certains salaires, type cadre et tout ça, qui vont avoir une dégressivité de 30% au bout d'un moment s'ils ne retrouvent pas d'emploi. Ouais. Donc c'est pour inciter à aller bouger un peu plus. Maintenant, quand on est cadre sup, le mieux c'est d'avoir un emploi le plus rapidement parce que on doit encore plus justifier d'une période d'inactivité, entre guillemets inactivité. Ouais. Mais ce qui est le plus, pardonnez-moi du terme, dégueulasse, c'est les permittents, c'est-à-dire que les gens qui alternent période d'emploi, ouais, les période co-salariés. de chômage, Ouais. les travailleurs du nettoyage, les travailleurs de la restauration. Les petites mains. Donc les gens qui sont le plus défavorablement concernés par cette réforme, c'est ceux qui ont déjà, ce qui rejoint un petit peu ce qui a été dit hier par une auditrice, on a la classe moyenne, on a la classe populaire entre guillemets. En gros, les gens qui n'ont pas un boulot classique parce que voilà, leur secteur est comme ceci et comme cela, eux vont se retrouver, grosso modo, c'est même pas 20%. Moi je prends l'exemple de quelqu'un qui touche à peu près 980 €. Avec cette réforme-là, il va toucher 650 €. Donc il perd un tiers. Concrètement, c'est un tiers de son revenu au chômage qui saute. Et nous, à Pôle emploi, quand quelqu'un s'inscrit, je vais expliquer très brièvement, tout se fait par Internet, avec nous ou à la maison, et il y a différentes phases. Et durant cette phase, il y a les éléments du travail qui va permettre de calculer l'indemnisation de la personne. Et le conseiller va intervenir que si le système trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on va avoir des délais qui vont être rallongés, puisque les conseillers vont devoir faire du cas par cas. Ouais. Et c'est ça ils la font grande toujours force du des cas par conseillers. cas. Et je vais ils le dire ont toujours fait du cas par cas. En place. Il va y avoir des conseillers indemnisation, ça je vais pas trop m'étaler dessus, des conseillers indemnisation pour les demandeurs d'emploi au même type que nous, c'est-à-dire qu'ils auront une personne dédiée pour répondre à ce type de questions. Alors on a ça, plus le recalcul au cas par cas. Donc, et vous le faites déjà, Jamel. Jamel, vous faites déjà le cas par cas, non? Oui. Le cas par cas n'est pas systématique, puisqu'il y a un système qui traite. Alors, tout un système Jamel, qui traite les demandes, parce qu'il y a une bonne partie des personnes, lorsqu'elles arrivent au chômage, les attestations employeurs sont parfois dématérialisées, elles fournissent des informations, le système les traite avec les informations entrées. Lorsqu'il y a un conflit, là, il y a un conseiller qui vient, qui valide et qui valide ou pas, et qui demande les pièces complémentaires ou pas. Jamel, pour finir, Pierre-Henri nous dit qu'il y a pas mal de boulots qui sont en suspens dans pas mal de secteurs d'activité à Pôle emploi, c'est vrai? On trouve pas de personnes. Il y a des métiers où on a des possibilités d'y aller. Certains gens en ont marre. Moi, je vais parler de la restauration. C'est l'exemple le plus classique et le plus commun depuis 1 an quasiment. La restauration, il y a du boulot. On peut même négocier des salaires bien plus avantageux qu'avant. Ouais. Mais les gens, quand ils ont subi le Covid, cette crise du Covid, ils ont dû faire autre chose. Moi, j'ai plein de gens qui sont partis faire du nettoyage. Non, je préfère bosser pour la RATP, au moins j'ai du boulot, je sais que... Oui ou non, y a-t-il des emplois disponibles? Oui, mais il y a des emplois disponibles, on est d'accord. Il y a des emplois disponibles maintenant. Les conditions d'emploi, est-ce qu'elles conviennent on a de tout. Hein. Il y en a de tout. On a attends, mais tu souffles, Pierre, mais t'es marrant, toi. On a des emplois où moi je vais sortir de ma réserve en disant que c'est un peu du foutage de gueule le salaire qui est proposé vis-à-vis des compétences. Et on a des marchés, il faut savoir qu'il y a des emplois où on n'a pas vu, c'est ce qu'on appelle du marché caché. Je pense aux chercheurs, j'ai eu quelqu'un, voilà, c'est du marché caché. Il y a des secteurs comme ça, une partie de l'hôtellerie, une partie de la restauration, dans la recherche. Ouais. Il y a du boulot, mais il faut avoir des réseaux. Merci mon Jamel. Pierre, qui est aussi dans l'associatif, connaît très bien cette notion de réseau aussi. Ouais. Merci mon Jamel en tout cas. Pas de souci. Je vous écoute, bon week-end. Salut mon Jamel, merci en tout cas. Il travaille à Pôle emploi, donc il avait l'opportunité un peu de nous éclairer face à cette nouvelle réforme du chômage qui était attendue. Qui était attendu, pas forcément dans le bon sens, mais en tout cas voilà. En tout cas pour ce qui est d'avoir travaillé 4 mois au lieu de 6 mois aujourd'hui, c'est à partir du 1er décembre que ça rentre en activité. Il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 mois aujourd'hui pour toucher et être indemnisé par le chômage. Voilà. Bon, pas sûr que le timing encore une fois soit le bon là pour le coup. Hein. Je sais pas, même Ali, qu'est-ce que t'en penses, non? Sincèrement, je comprends pas. On est dans une situation de Covid. Une telle mesure, on vient d'en parler, ça va quand même toucher les bas salaires.
Enfin, ça ne touche pas que les bas salaires, Ali. Ça touche aussi les salaires à 4500 euros. Je terminais mon propos. Je parlais effectivement, je suis plus peut-être effectivement sur les salaires, les cadres supérieurs, qu'effectivement où eux les dégrevés de 10%, de 15%, fondamentalement ça va pas avoir un impact terrible pour eux. Au bout de 7 mois, mais enfin c'est absurde de dire ça. Je vois pas pourquoi. Ben oui. Alors dans un cas, la baisse de rémunération est admise, dans l'autre pas. On a aussi besoin des cadres et c'est très compliqué de retrouver du boulot aussi bien pour les cadres que pour les salariés. Alors là, mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est complètement, je sais pas, vous m'avez pas laissé terminer mon raisonnement et que déjà vous jugez. Donc faut laisser terminer mon raisonnement. Je dis simplement, moi je suis cadre, donc je sais de quoi je parle. Je pense qu'effectivement, entre un cadre qui va toucher 5 000 ou 6 000 euros d'indemnité journalière, lui, si demain matin, effectivement, au bout de 6 mois, 7 mois, c'est dégressif, il a la possibilité, que ça l'impact de 10 ou 15%. Je parlais simplement en termes de pouvoir d'achat par rapport effectivement à des petits boulots. Je suis pas en train de dire qu'il faut laisser la personne pendant 6 mois ou 7 mois au chômage. De toute façon, moi, ces mesures en soi, je trouve ça inutile. C'est une mesure qui doit être globale. Il y a de la formation qui doit être derrière. On ne doit pas simplement dire on diminue. Il doit y avoir de l'accompagnement, de la formation pour dire aux gens, comme on l'a si bien dit, il y a des jobs aujourd'hui qui ne sont pas pourvus. Plutôt que simplement de dire aux gens, voilà, au bout de 3 mois, 6 mois, il faut avoir un compteur, vous le remplissez. Si vous le remplissez pas, vous aurez moins de chômage. Justement, il y a du compteur EDF et du gaz. On va en parler dans un instant avec les annonces de Castex. Mais avant, il y a Salim de l'Essonne. Salut Salim. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, t'es pas au chômage, toi, Salim? Moi, je voulais réagir un petit peu à ce que disait votre auditeur, parce que moi, je voulais juste apporter un petit peu d'eau à ce qu'il disait. En fait, moi, j'en ai un petit peu marre d'entendre souvent parler de... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une catégorie de la population qu'on oublie souvent, c'est les personnes en situation de handicap, dans le mode de l'emploi. Ouais. Donc, je trouve que... En quoi on les oublie, Salim? En quoi on les oublie? Pourquoi on les oublie, Salim? On n'en parle pas souvent de ces gens-là, en fait. On parle souvent de... Là, on parle du chômage, de ce qui va se passer pour le chômage et par rapport à l'emploi. Mais moi, je pense qu'on ne parle pas on ne parle pas de l'embauche des personnes handicapées. Ah oui, non, mais c'est un réel problème, tu as raison. On n'en parle pas souvent. Salim, tu as raison de pointer ce problème, parce que ça en est vraiment un. Aujourd'hui, par exemple, quand on est atteint d'un handicap, vous savez que les entreprises ont un devoir d'embaucher un certain nombre, ce qu'on appelle des sanctions. Il y a des sanctions financières. Mais l'entreprise préfère payer les sanctions plutôt que d'embaucher. Et pourquoi? Parce que non mais c'est pas normal peut-être, mais c'est pas la faute forcément de l'entreprise. Parce que quand tu as une entreprise et que tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite. Or, pour certains handicaps, il faut ce qu'on appelle de l'adaptation. Et pour faire adapter un poste, ça prend entre 6 mois et 1 an parfois, auprès d'un organisme qui s'appelle la GFIP, qui d'ailleurs recense tout ce qui est amende de ces entreprises qui ne respectent pas la règle. Ils sont blindés, je peux vous le dire, ils sont blindés parce que ça prend énormément de temps pour adapter un poste. Du coup, l'employeur, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas le temps, donc je passe à quelqu'un d'autre et je préfère payer l'amende plutôt que de perdre du temps à avoir quelqu'un qui soit productif dans 6 mois, 1 an. Donc ça, c'est un véritable problème de la GFIP et pas forcément des employeurs. Oui, je sais, moi j'en fais partie de ces gens-là et moi je connais pas mal de gens qui sont dans la même situation. Ouais, merci beaucoup Salim pour avoir pointé du doigt ce problème. Alors le plus de l'info pour parler des nouvelles réformes du chômage, on devait en parler pendant 5 minutes, on en a parlé pendant 20 minutes. Dans un instant, les annonces de Castex, les amis. Il a parlé hier à la télé pour peut-être stopper l'hémorragie de la hausse des prix de l'énergie. A-t-il convaincu? Les réponses dans un instant.
grand forum, les amis, on est là en direct. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on fera un nouveau petit tour, une nouvelle petite escale du côté de Paris, Normandie pour la paix, où est Tariq Mami, et il a rencontré donc Hervé Morin qu'on a écouté tout à l'heure. Et dans un instant, nous écouterons Monsieur l'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO qu'il a rencontré, et Madame Catherine Morin de Sailly, la sénatrice aussi tout à l'heure. Pour l'heure, il y a Abdel. Là, on parlait il y a quelques instants de la nouvelle réforme chômage. Et Abdel qui veut nous apporter un petit témoignage, il nous appelle de Paris. Bonjour mon Abdel. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, alors on t'écoute, c'est quoi ton témoignage mon garçon? Alors le témoignage, c'est que j'ai entendu quelque chose au sujet des cadres là tout à l'heure. Comme quoi ils étaient concernés à partir de 4 500 €. Oui. Pour une baisse de salaire de 10 ou 15%. Oui. Alors, à ma connaissance, c'est totalement faux, puisque la baisse, elle est exorbitante, puisque le salaire, en fait, l'indemnisation Pôle emploi, au bout de 6 mois, elle diminue de 30%, ce qui est exorbitant. Oui. Voilà, je voulais vous le signaler. Oui, alors, évidemment, quand on entend 4 500 €, c'est sûr que c'est mieux que le SMIC, hein, c'est clair. Ouais, ça c'est sûr, oui. Mais il faut bien que les gens comprennent que même les cadres qui touchent 4 500 € Brut. et qui ont un niveau de vie, on va dire, à hauteur du salaire, se retrouver du jour au lendemain avec à peine 2 000 €, la baisse, elle est exorbitante. Donc tout le monde est concerné, les petits salaires comme les gros salaires. Et voilà, je tenais simplement à témoigner là-dessus. Merci Abdel du témoignage. C'est une précision importante, bien sûr. Mais pour ce qui est des salaires de 4 500 €, ça rentrera en action à partir du 1er décembre. Attention, voilà. Pour cette baisse, en tout cas. C'est bien ce qu'on disait hier, rapidement. Hein. Finalement, en France, petit à petit, on est en train de faire disparaître cette fameuse classe moyenne qui était quand même bien présente à l'époque, il y a une quarantaine d'années, qui subit revers sur revers. Et cette classe moyenne, aujourd'hui, elle est en train de disparaître. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais voilà. Aujourd'hui, c'est soit t'es au SMIC, soit t'as beaucoup d'argent, soit t'es riche, quoi. Ouais. Bon, ok. Pierre-Henri est très riche, Ali aussi. Donc. Non, mais c'est vrai que la classe moyenne dans un pays. Non, mais quoi, c'est vrai, la classe moyenne n'existe plus. Non, mais quoi. moi je suis complètement de ton avis. Je pense qu'effectivement faire disparaître ou que le nombre s'amenuise, c'est vraiment pas du tout bon pour notre. N'allez quand même pas trop vite pour dire la disparition de la classe moyenne, parce qu'en l'occurrence, il y a la classe moyenne que l'on appelle inférieure dans toutes les études, toutes les enquêtes économiques, qui effectivement est proche du basculement. Ça a toujours été cela. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, très souvent, on dit mais attention, une hausse du SMIC va avoir des effets de seuil terribles, parce qu'on va faire rentrer en fait dans le SMIC toute une partie de la population. Donc il faut regarder de près les études, mais il est clair que ces mesures qui ont été annoncées, elles sont difficiles, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut une évaluation à toute politique publique. Il ne faut pas hésiter à revenir dessus si ça s'avère être un drame. Bon, Ismaël, tu as quelque chose à rajouter pour en terminer là-dessus, avant qu'on passe à notre invité interviewé par Tariq Mami dans un instant? Très très court. Aujourd'hui, on a quand même des ponts du milieu économique qui nous expliquent ce qu'on appelle la propension marginale à consommer des plus bas salaires, c'est-à-dire la part du salaire du revenu qui est affectée à la consommation, elle décroît plus le revenu est important. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tapant sur les plus petits, on est en train de donner un coup qui peut s'avérer fatal sur l'économie du pays. Bon, merci beaucoup Ismaël. Pierre-Henri, Ali, dans un instant, on est de retour pour parler des annonces de Castex qui annonce bloquer la hausse du gaz quand elle est au plus haut d'ailleurs. Hein. C'était très intéressant de faire cela quand c'est au plus haut, sachant que d'ailleurs que l'augmentation prévue aujourd'hui aura bien lieu, hein, et que ça va être bloqué jusqu'au mois d'avril. Franchement, pour ceux qui se chauffent comme moi au gaz, c'est coup sur coup, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, ça devient un luxe d'avoir le gaz à la maison pour se chauffer. Castex a parlé, a annoncé des mesures. Est-ce qu'elles sont convaincantes? On en parle dans un instant. Pour leur direction la Normandie. Pour y rejoindre Tariq Mami et son invité, monsieur l'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO. C'est maintenant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Monsieur Razi Gharairi, vous êtes ambassadeur à l'UNESCO de Tunisie, donc à Paris à l'UNESCO. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce colloque à Normandie
Normandie pour la paix. La paix, c'est l'UNESCO? Absolument. La paix, c'est l'UNESCO parce que l'UNESCO, dans sa charte constitutive, dit que puisque la guerre naît dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être construites les défenses de la paix. Et donc l'association culture, éducation et sciences dans la construction d'une paix durable et juste est évidente et c'est l'explication pour laquelle il y a, vous l'avez remarqué, beaucoup d'ambassadeurs auprès de l'UNESCO et j'ai l'honneur de conduire une délégation d'une vingtaine d'ambassadeurs de l'UNESCO au titre du groupe des ambassadeurs francophones que la Tunisie préside actuellement. Et vous avez été surpris que ce colloque de paix se produise plutôt ici en Normandie, alors qu'à Paris, en France, en gros, on fait tout à Paris? À vrai dire, je n'ai pas été surpris pour une raison très simple. Nous sommes à quelques kilomètres des plages de débarquement. Et donc, je crois que les responsables, et je salue ici les initiatives prises par la région Normandie, pour que d'un lieu qui est un lieu de mémoire d'un moment difficile dans la Deuxième Guerre mondiale, naît une initiative qui je crois célèbre sa 4e édition cette année, ce forum Normandie pour la paix qui est extrêmement ouvert et ce qui a attiré le plus mon attention, et pour revenir à l'UNESCO, c'est le très grand nombre de jeunes, d'étudiants et d'élèves, et pour revenir à l'éducation et la paix, si on associe les élèves et les étudiants à cette réflexion, je crois que c'est un pas réaliste et efficace franchi vers une transmission vers les nouvelles générations de cette culture de la paix. Cette région de Normandie, donc il y a eu le débarquement de 1945 pour libérer la France des jougs nazis, mais ce forum se tient dans une abbaye qui a été le château de quelqu'un de très connu dans l'histoire pour plutôt la conquête que la paix. Alors, l'histoire des différents pays est faite de plusieurs soubresauts et plus on remonte dans le temps et on revient à l'histoire où le fait militaire était plus présent que l'argument pacifique, d'où l'intérêt d'ailleurs de se réunir ici même dans l'abbaye aux Dames qui a cette charge historique importante dans le rapport de la région et notamment par rapport à l'Angleterre, mais c'est aussi significatif que dans des lieux associés à la conquête se tienne aujourd'hui une réflexion sur la paix et les outils efficaces de la paix, pas le discours sur la paix, mais la réalisation d'une vraie paix. De Guillaume le Conquérant à la conquête de la paix. Quelque part, mais là on fait la promotion de la 5e édition du forum. Voilà. Alors vous êtes ambassadeur de la Tunisie. La Tunisie, pour faire simple, pour utiliser votre mot, est dans un moment de soubresaut historique. Alors que nous étions ici, donc nous avons appris la désignation par le président de la République, M. Kais Saïd, d'une femme, d'une dame, aux fonctions de Premier ministre du chef gouvernement, une première en Tunisie, une première dans le monde arabe, une première pour la Tunisie. Même Bourguiba, qui était officiellement le défenseur des droits des femmes, ne l'a pas fait. Aviez-vous d'abord l'information, j'allais dire en tant qu'ambassadeur, avant qu'elle soit publique, et avez-vous été un peu surpris? En fait, que j'ai l'information ou pas, elle n'est pas, je crois, un élément important pour vos auditeurs. Mais par contre, je vous rejoins dans le fait que la Tunisie incarne dans son histoire qui, pour faire court, on revient au moins au début du 19e siècle, un cas avéré maintenant de précocité et presque de laboratoire politique pour le monde arabo-musulman. Et vous dites le dernier maillon de cette chaîne, de nommer une chef de gouvernement. Il y a lieu pour tous les Tunisiens d'en être fiers en soi et de saluer le geste, me semble-t-il, historique de l'avoir désigné. Pour le reste, je pense que la Tunisie est aujourd'hui un pays qui s'est proposé de regarder les gouvernants et le rapport citoyen-gouvernant avec une critique, une liberté d'expression. Donc la question n'est pas en rapport avec ce qu'elle va faire, mais le principe même et le symbole. La Tunisie a toujours été ce laboratoire
précurseur pour le monde arabe. Nous avons été le premier pays à avoir aboli l'esclavage, le premier pays à s'être doté d'une déclaration de droits, d'une constitution, le premier pays à avoir eu des syndicats ouvriers au sens moderne, de partis politiques au sens moderne, la première Ligue des droits de l'homme au sens moderne aussi, jusqu'à la rupture de 2011, où on a vu aussi éclore un mode de participation et où le soulèvement populaire traduit des tentatives de changer l'équation politique, et je crois que nous en sommes là. Et c'est une question qui m'a été posée ce matin dans un autre contexte, où j'ai dit, de toutes les manières, ce type de changement prend beaucoup de temps, avec des avancées, peut-être parfois des hésitations, des caps qui sont pris et parfois ajustés selon les circonstances. Mais incontestablement, la Tunisie joue pour le reste du monde arabe le jeu d'autres pays. Alors il y a un pays célèbre en Europe d'être considéré comme le laboratoire politique, c'est-à-dire où les équations se posent quelque part en avance, et ça c'est un fait avéré. Il me semble que pour nous autres Tunisiens, il y a lieu d'en être fiers. Et pour revenir à votre question par rapport à la nomination d'une chef de gouvernement, je suis particulièrement fier de représenter pareil pays. Alors, pour la Tunisie toujours, vous êtes donc le président du groupe des ambassadeurs à l'ONU des pays francophones. À l'UNESCO. À l'UNESCO, excusez-moi. Et à l'UNESCO, donc francophone. Donc, sommet francophonie à Djerba, en Tunisie, 20 et 21 novembre. Comment se présente la perspective de ce sommet? En rappelant bien sûr que Bourguiba et Senghor étaient parmi les fondateurs. Précisément, je souhaite... Les questions logistiques sont des questions administratives et d'organisation, mais je crois que ce qui intéresse vos auditeurs, c'est le rôle de la Tunisie dans cette dynamique. La Tunisie, le Sénégal, le Cambodge et le Niger ont été les pays initiateurs de ce qui est devenu aujourd'hui cette grande institution internationale qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas et surtout pensent que c'est une structure qui plutôt est venue du Nord. Alors ensuite, il y a eu en 1970 création formelle et institutionnelle de ce qui est devenu petit à petit la francophonie institutionnelle. Je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant à observer. C'est une organisation internationale qui évolue, qui gagne en influence et qui est très désirée, puisque quand on voit le nombre de pays maintenant qui piaffent à rejoindre sous une qualité ou une autre. Il y a des observateurs, il y a des membres associés, il y a des membres pleins, mais en tout cas montre qu'il y a un intérêt. Mais il y a des pays qui n'ont pas ce rapport à l'usage de la langue française, qui veulent y adhérer. Ça veut dire qu'il y a la question du socle de la locution du français, mais il y a aussi le socle des valeurs et le lieu d'intermédiation et d'influence de politique internationale et de politique diplomatique. Très intéressant. Donc la Tunisie y a sa place, c'est un pays fondateur, et que donc que certaines échéances se tiennent en Tunisie, cela tombe sous le sens, me semble-t-il. Et d'ailleurs, la semaine dernière, se sont tenues à Tunis deux rencontres importantes, parce que la question culturelle est présente dans ce forum-là. Se sont tenus les états généraux du livre en langue française et le congrès mondial des écrivains en français. Donc c'est dire que c'est une dynamique assez large, et la Tunisie a toujours eu vocation de jouer pareil rôle dans les enceintes multilatérales, que ce soit la francophonie, que ce soit l'UNESCO, que ce soit les Nations Unies, la Ligue arabe, ce qui est devenu l'Union africaine aujourd'hui. Donc c'est une longue tradition de la diplomatie tunisienne, et quand on connaît l'histoire de la diplomatie tunisienne, on n'est pas étonné de pareil rôle joué par la Tunisie. Alors l'écrivain algérien Katib Yassine qualifiait cette langue française de butin de guerre. Depuis, est-ce qu'elle est devenue un butin de paix? Je ne pense pas qu'il l'ait dit dans une perspective de continuation de la guerre, mais je crois qu'il a décrit les conditions dans lesquelles le peuple algérien s'est retrouvé à côté de l'arabe, locuteur de langue française. En tout état de cause, les langues
sont un véhicule de contact. Il y a des langues liées à l'identité. Pour nous autres, c'est la langue arabe. Mais il y a des langues qui, par des faits historiques multiples, s'ajoutent à la langue maternelle et la langue nationale et qui constituent des outils d'ouverture. Et aujourd'hui, je crois que le français est parlé par un très grand nombre de Tunisiens, mais il n'est pas interdit, parce que nos écoles initient les jeunes à ce qu'ils aient une très bonne base en arabe, une très bonne base en français et d'autres langues. Le monde aujourd'hui est ouvert. Donc je crois qu'il faut avoir la souplesse de considérer cela dans une perspective égalitaire dans le rapport des langues, complémentaires. Et quand on maîtrise une langue, quelle qu'elle soit, c'est toujours une richesse en plus parce que ça nous permet d'accéder à une culture, à une littérature. Et donc je crois que la Tunisie a tout à fait sa place dans cette enceinte et de considérer que l'arabe étant la langue nationale, notre langue maternelle, mais à côté de l'arabe peuvent éclore d'autres langues et pour des raisons historiques évidentes, le français a cet avantage d'être parlé par un très grand nombre de Tunisiens et je crois que cela enrichit nos perspectives. Monsieur Razi Hariri, ambassadeur de la Tunisie à l'UNESCO, donc nos auditeurs maintenant ont l'habitude de vous entendre, j'espère de vous écouter, puisque la dernière fois c'était avec Christophe Roux pendant 1 heure, aujourd'hui ici. Est-ce qu'on peut penser un jour à un débat avec ces auditeurs qui sont attachés à ces notions de paix et de culture, j'allais dire à l'UNESCO ou dans nos studios, parce que les gens sont aujourd'hui assoiffés de confiance et de savoir. Merci beaucoup de l'invitation que j'accepte avec plaisir, convenant d'un moment et je serai ravi de cet échange et surtout de contribuer au succès de votre belle antenne. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. Eh ben, le rendez-vous est pris, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Tariq Mami, en direct de Normandie pour la paix, pour monsieur l'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO, messieurs. C'est un très bel endroit d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller le rencontrer là-bas. Vous savez qu'on rentrait pas comme ça à l'UNESCO. Hein. Faut faire patte blanche. Hein. Attention. Hein. Dans le 7e arrondissement. Oui, 7e arrondissement, c'est un très beau bâtiment. C'est un très beau bâtiment, oui. Il y a des belles voitures à l'intérieur, c'est ce qui m'a intéressé d'ailleurs, quand je suis rentré dans la... Ah oui, les ambassadeurs, ils ont des voitures de malades, Pierre. Mais j'ai pas vu de voiture à l'intérieur. Ah ben moi j'en ai vu, moi, crois-moi. Hein, je peux te dire sont à l'extérieur. Mais tu passes dans la cour pour aller au bureau du côté du secteur de la Tunisie, tu passes dans une cour où il y a des très très belles voitures. Ah bah, écoute, bon, il faut se transporter à Paris. Et voilà. D'ailleurs, c'est un peu comme au Sénat, où il y a des très belles voitures aussi à l'intérieur de la cour du Sénat. Et on sera avec Catherine Morin de Sailly, qui a rencontré aussi Tariq Mami. Et qui a une très belle voiture. Ah oui? Bah, j'en sais rien. T'es monté dedans? Mais bon. Non, mais tu expliques qu'il y a des belles voitures au Sénat. Ah oui, il y a des belles voitures au Sénat. Bah, ils ont de beaux bureaux. Ils roulent pas en 4L au Sénat, Pierre-Henri. La 4L, tu sais, c'est une voiture de luxe maintenant. Parce oui, c'est vrai. Et la 2 chevaux alors. Sur le marché, la 2 chevaux aussi. Magnifique la 2 chevaux. Moi j'ai eu des 2 chevaux, effectivement, et aujourd'hui... C'est vrai que vu ton âge, c'est normal, mon Pierre. Vu ton âge, c'est normal que tu aies eu des 2 chevaux. Hein, oui. Qu'est-ce qu'il a, mon âge? Ah, mais il n'a rien, voilà. Tu partages l'obsession des millennials, c'est ça. Qui nous emmerdent du matin au soir, avec leur thématique sur hockey boomer. Ouais. C'est ça. Bon, allez, on parle de Castex, qui a à peu près le même âge que toi. Quoique non, il est un peu plus jeune. D'ailleurs, le Premier ministre. Non, c'est moi le plus jeune de tous. Et même pas de cheveux blancs en plus, hein. Oui, non, aucun cheveux blancs. Allez, pardon pas de temps parce que 7 km tous les matins. Tariq Mami nous a pris déjà au moins 20 minutes de l'émission, donc faut qu'on fasse vite, hein, les amis. Voilà. Oui. Comme c'est le patron, je peux rien dire. Ouais, c'est comme ça. Voilà, mais tu viens de le dire quand même, hein. C'est signalé. Tu me connais. Oui. Tu me connais. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire taire Christophe Roux. Tu connais quoi. Mais t'as eu une récompense d'ailleurs. Non, c'est pas moi, c'est la radio qui a eu une récompense effectivement. Merci de le signaler auprès des Indés Radio, qui est notre qui commercialise notre espace pub à la radio ainsi que 130 autres radios. Et on a été effectivement récompensé comme la meilleure audience pour l'année 2020-2021 sur le streaming. Et ben voilà, il fallait le dire. On le dit. Mais... Tu es trop modeste, voilà, Christophe. C'est ça. Bon,
Alors Castex hier était invité à la télé, évidemment en cause la flambée des prix de l'énergie et des mesures ont été annoncées par le Premier ministre. Est-ce que cela suffira à répondre aux besoins des Français face à la flambée du prix du gaz, mais aussi de l'électricité, de l'essence ou encore de la taxe foncière? Eh bien, suffisant peut-être pour éviter une grogne sociale. Annonce notamment du gel du prix du gaz, bien qu'une hausse a eu lieu aujourd'hui. Et il a employé le terme de bouclier tarifaire, monsieur le Premier ministre, ou encore le chèque énergie de 100 € que tous ceux et celles qui touchent déjà le chèque énergie bénéficieront à partir du mois de décembre. Écoutez rapidement ce qu'a dit Castex hier soir à la télé. Allons bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées. J'ai ce pouvoir de par les textes. Alors, soyons très précis, il y a des coûts de production. Nous limiterons la hausse de l'électricité à 4%. C'est incroyable quoi d'attendre que tous les prix soient en hausse et au sommet pour annoncer qu'il a le pouvoir de bloquer le prix du gaz quoi. Mais si on devait compter, je sais pas, quelques années en arrière, on en est à je sais pas combien. Ismaël, c'est du foutage de gueule ou c'est un pansement qu'on met sur une crise sociale peut-être qui va s'annoncer là? Oui, non, bah disons-le clairement, c'est du foutage de gueule. On rappelle quand même de mémoire que depuis janvier, c'est une hausse de plus de 50%. C'est ça, de mémoire, 50%, c'est énorme. Du gaz, je dis que c'est assez dramatique, d'autant que l'année passée, donc avec des tarifs qui étaient relativement, enfin même très en dessous de ce qu'on a maintenant, il y avait déjà beaucoup de Français en dessous du seuil de pauvreté, 11 millions il me semble, qui sont en incapacité de se chauffer correctement en hiver. On a chaque année la Fondation Abbé Pierre qui nous rappelle ces chiffres dramatiques avec des familles avec des enfants en bas âge qui sont également dans cette situation. Donc c'est catastrophique et à un moment donné, là on approche de la présidentielle, ils se décident enfin de réagir. Je veux dire mais attendez, mais dès janvier il fallait agir et même avant. Là on a plus de 50%. Il n'y a même pas d'effort qui est fait sur le niveau de la tarification actuelle et on a entendu le 1er octobre pour bloquer tout ça. De qui se moque-t-on? Et c'est clairement électoraliste pour laisser croire qu'ils ont fait quelque chose quand ils n'ont rien foutu. C'est électoraliste, mon cher Ali, cette annonce de blocage des prix du gaz notamment et de limiter la hausse du prix d'électricité à 4%. Je pense que peut-être que le Premier ministre a peur parce que d'un autre côté, on réduit les allocations chômage et d'un autre côté, on dit qu'on va faire un bouclier. La problématique concernant... bouclier tarifaire. Voilà, la problématique concernant l'énergie, c'est que on doit s'habituer effectivement à ce que l'énergie devienne de plus en plus chère. Donc ça, il faut le savoir. Normalement, un politique se doit d'anticiper. Visiblement, on l'a pas véritablement fait. Mais moi, la seule chose qui est importante, est-ce qu'on aurait peut-être... La question qu'on aurait peut-être dû poser à M. Castex, c'est lorsque vous décomposez le prix que vous payez en fait, c'est de savoir les recettes fiscales qui représentent des sommes relativement importantes. Donc quand on dit que le prix du pétrole, le prix du gaz, c'est un secteur que je connais un peu parce que j'ai travaillé pendant aussi quelques années. Donc on se rend compte qu'en fait... baroudeur, toi, t'as fait plein de trucs en fait. Ouais, on a travaillé sur des projets pétrole à l'étranger, effectivement. Où ça? En Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, en Russie, et puis à Doha, exactement, tout à fait. Donc, voit par exemple aujourd'hui, alors parce que c'est difficile d'expliquer à quelqu'un que le prix du gaz va augmenter, alors que normalement il y a de la disponibilité normalement sur le marché spot de gaz. Bon, il y a eu un petit problème visiblement en Norvège, mais là on est en train de payer la géopolitique que l'on a envers Monsieur Poutine. Parce que Poutine, normalement, pourrait ouvrir un peu plus les robinets, de façon à envoyer un peu plus de gaz, à avoir un tarif. Il y a l'Espagne qui va avoir des problèmes de gaz bientôt avec le conflit Algérie-Maroc, là. Oui, tout à fait. Ça, c'est un problème de distribution, exactement. Ça, c'est tout à fait. Il risque d'y avoir un petit souci pour les Espagnols, là. Donc, pour résumer... Ah, pardon. Non, mais... Vas-y, Ali, termine. Donc, pour résumer, je dis qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de recettes fiscales qui vont rentrer. Je pense que ces 100 €, malheureusement, sont loin d'être suffisants. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que cette hausse de 12% qu'on va prendre là, incessamment rapidement, va quand même rapporter à l'État des recettes fiscales énormes. Et un pays où vous payez des taxes, la TVA sur déjà de la taxe, c'est un truc de ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc je pense qu'au bout d'un moment... Et le prix de l'essence alors 60% c'est comme la TIPP, c'est comme la TIPP, exactement. Donc dire que le prix des matières premières augmente, en fait, c'est... Par contre, moi, Ali, là, je vais devoir te couper parce que le prix
de la non-recette publicitaire, si elle passe pas maintenant, ça va être terrible pour la radio. Et tu j'aurais connais un mot à dire tout à l'heure. Bien évidemment, mon Pierre, t'inquiète pas. Bon, je ne suis pas inquiet. À tout de suite, et je les amis. rappelle, Oui. je suis là. Oui, ben on sait, on a remarqué que t'étais là. À tout de suite. Oh, c'est très calme aujourd'hui. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et ça s'appelle le Grand Forum, les amis. Hein. Tu vois, ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi non plus. Le Grand Forum, ça veut dire on discute, on débat, on échange, on dialogue. Parfois un petit peu... C'est parfois un peu vif, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, avec Pierre Henry notamment, président de France Fraternité, avec Monsieur Ali, directeur commercial d'une célèbre société informatique, avec Monsieur Ismaël Boudjekada, qui a pas la langue dans sa poche non plus du côté du Parlement européen. Pourtant, on était trop habitués à avoir des discours un petit peu, tu vois... mou quoi, tu vois, bah c'est pas le cas d'Ismaël. Il reste lénifiant par mais là c'est une plaisanterie par de quoi mais non, par référence à Lénine. Ah oui, d'accord, OK. Excuse-moi, des fois j'ai du mal à te suivre. Hein, oui, mais non, je parle d'Ismaël. Ah. Ah bon, je suis lénifiant. Attention Ismaël, attention. Attends, Ismaël, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que je suis lénifiant, j'aimerais bien savoir en quoi quand même. Vas-y, en quoi, vas-y, parce que t'attaques là. Je vais y revenir. Oui. Je vais y revenir, nous parlions des tarifs réglementés de l'énergie. Oui. Alors je voudrais simplement... c'est un coup en dessous de la ceinture, ça, Pierre. Je rappelle que les tarifs réglementés de vente de gaz, les évolutions sont fixées par les pouvoirs publics et sont proposées par les fournisseurs historiques de l'énergie. D'accord. Et en l'occurrence, c'est 23 sociétés, si je ne m'abuse, aujourd'hui. Et dans la continuité de ce que disait Ali, les frais d'accès au réseau, qui sont fixés d'ailleurs par la commission de régulation de l'énergie, qui est présidée par un ancien préfet, celui de la région Île-de-France, et les diverses taxes et contributions totalise 64% du montant de la facture. 64% du montant de la facture. Ça fait rire, et je dis à Ismaël que au-delà de c'est du foutage de gueule, il faut faire des propositions concrètes parce que ça c'est un peu trop facile. Et en l'occurrence les propositions c'est du foutage de gueule, Pierre, arrête. Non, c'est pas du foutage de gueule. On attend que les prix soient plus hauts pour dire je bloque. Et non, dire aux gens tout simplement que on va essayer de passer l'hiver en amortissant le choc jusqu'au mois d'avril, en limitant les hausses, c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, 50% c'est un début de bouclier. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'en réalité, il y a une solution pour abaisser le coût, c'est de baisser le coût de la TVA sur les prix et de la passer par exemple à 5,5 au lieu de 20. Voilà, et donc là, TVA. On économise évidemment pour les ménages et notamment les moins aisés une large partie de la facture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on passe de 20% à 5,5. Et puis il y a une autre proposition. Pierre. Tu m'as dit je fais pas un tunnel. Je fais pas un tunnel, je propose des choses moi, à la différence d'Ismaël. Et notamment il y a une autre proposition, c'est d'augmenter de 10% le SMIC. Donc les deux propositions, l'augmentation du SMIC ne correspond pas simplement à la question de l'énergie, mais est aujourd'hui une nécessité. Donc baisse de la TVA, augmentation du SMIC de 10%. Très bien, très bien. Ismaël, peut-être réponse à ces attaques en dessous de la ceinture, là. Laisse-le répondre. Je vise le cerveau d'Ismaël. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Pierre-Henri, j'ai envie de dire que là, tu es en train de nous faire comprendre que le feu, ça brûle et que l'eau, ça mouille. Tu es en train de reprendre ce qui se dit, et ce qu'a dit tout à l'heure en partie Ali, c'est juste du bon sens. Merci de me créditer de bon sens. C'est formidable, nous sommes sur un consensus, parce que tu es d'accord avec les propositions que je fais, tu n'en as pas. Donc tu ne peux que te rallier aux miennes.
problème pour laisser terminer les gens, mais je vais t'expliquer un truc. Les propositions pour le pouvoir d'achat, si tu veux, je t'enverrai des bouquins que j'ai écrits qui fait 300 pages, la moitié constat, l'autre moitié proposition. Non, mais ça va, j'ai déjà lu les propositions des Insoumis, je connais. Mais il n'est pas insoumis, c'est pas là à dire des bêtises, Pierre. Mais non. Il n'est pas insoumis, arrête. Donc n'importe quoi, je ne suis pas la France insoumise. Au-delà de ça, et d'ailleurs on voit un petit peu le sectarisme, c'est-à-dire qu'automatiquement, si on est en contradiction, on est forcément situé... Voilà, c'est ça. Voilà. Des extrêmes. Pas du tout. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que concrètement, effectivement, on a parlé de cette idée totalement stupide de taxes sur les taxes qu'il fallait de fait supprimer. C'est un non-sens mais total, et on est une exception mondiale, il faut quand même le rappeler. Et au-delà de ça, je ne vais pas l'expliquer à l'antenne, mais j'ai travaillé avec tout un panel d'économistes sur la refonte même du modèle social pour permettre à chacun d'avoir au moins l'essentiel vital qui lui est garanti tous les mois. Et c'est finançable, c'est pas de l'utopie, mais effectivement, on peut penser différemment sans être attaqué tout de suite de rien proposer. Alors, il s'appelle comment le livre, Ismaël? Il s'appelle comment le livre que tu as écrit là? Vas-y, qu'on regarde. Alors, le dernier, c'est Passons de cap, plan d'action pour une France à bout de souffle. Plan d'action pour une France à bout de souffle. Voilà, ça c'est pas très insoumis, ça, Pierre. Je suis désolé, hein, mais bon. Non, mais arrête. Mais c'est vrai. De toute façon, aujourd'hui, dès qu'on est un petit peu en l'inverse de ce que fait le gouvernement, on est tout de suite insoumis ou RN. Faut arrêter vos conneries, les gars. Mais je te signale que je ne suis pas à En Marche. Oui, t'es pas En Marche, mais t'es Macron compatible, non? Un petit peu. Mais comme la majorité des Français, mon cher non, pas du tout, Pierre. Mais comme la majorité des Français qui l'ont élu démocratiquement. Mais c'est pas la majorité des Français qui l'ont élu, Pierre. Et au deuxième tour, je te dis très clairement que si jamais il se trouve en face de Marine Le Pen, je voterai Emmanuel Macron sans l'ombre d'un problème. Oui, ça on a bien compris. Mais c'est même pas sûr qu'il se retrouve face à Le Pen, hein, tu sais. Il va falloir surveiller ça de près. Hein. Écoute, le jour où les médias cesseront de monter en épingle monsieur Zemmour, qui recycle l'idée de la White Nation, évidemment, on se portera un petit peu mieux. Bon, allez, ça va être beaucoup plus lisse maintenant avec Tariq Mami. On retourne pour la dernière fois du côté du Forum pour la paix. Quoi, non? Bah si, on y va. Désolé, hein. Voilà. C'est le patron. C'est lui qui paye, hein. On fait ce qu'il veut, hein. Oui, donc c'est Normandie pour la paix. Non, mais en plus c'est la 4e édition, c'est très intéressant. On a parlé quand même de trucs. 4e, monsieur. Ah bon? Oui. Donc c'est très intéressant. On a parlé Afghanistan, on a parlé Sahel, on a parlé Libye. Et Tariq Mami a rencontré dans les couloirs la sénatrice Madame Catherine Morin de Sailly. Interview exclusive France Maghreb 2, les amis. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour Madame la sénatrice, vous êtes dans votre région, dans ce forum pour la paix Normandie. Et j'ai dit hier au président Morin que j'étais surpris que c'est en Normandie qu'il y a ce genre de forum, dans un pays jacobin où nous avons l'habitude de tout faire à Paris. Et que vous a-t-il répondu? Que c'était normal, que c'était la ville de la paix, en 1945, et qu'aujourd'hui, avec la décentralisation, les régions doivent aussi participer. Il a une très belle phrase: nous souhaitons construire ici le Davos de la paix. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les nouvelles grandes régions ont des compétences d'abord renforcées, et puis elles n'ont pas attendu qu'on leur dise quoi que ce soit. Elles sont déjà en relation avec d'autres régions et d'autres pays de par le monde. Nous avons des échanges avec de très nombreux pays, dont la Tunisie. Vous êtes un ressortissant. Nous sommes en coopération décentralisée avec la Tunisie. Mais je vais revenir sur ce... Quand je vous coupe là, vous me dites Tunisie, je vous dis, que pensez-vous quand vous avez lu la dépêche que le président de la République a désigné une femme comme Premier ministre, une première en Tunisie, une première dans le monde arabe, et je reviendrai bien sûr à notre forum. On ne peut que se réjouir de savoir qu'une femme est désignée, et c'est une femme de grande qualité. Maintenant, il ne m'appartient pas de juger les circonstances dans lesquelles elle a été désignée et si elle aura un rôle important ou non, un rôle réel ou non. Mais le sujet, si on revient à Forum Normandie pour la paix, c'est en effet une terre qui a connu la guerre, comme beaucoup de terres au monde, bien entendu, malheureusement, mais de manière assez particulière. C'est là aussi que les Alliés ont débarqué en 1945, permettant... la 44, pardonnez-moi, permettant de libérer la France puis l'Europe et de construire au lendemain
lendemain de tout cela, de ce conflit effroyable, la paix. Donc tout est parti finalement de Normandie. Et pour honorer aussi les morts de cette période-là, tous ces jeunes qui sont tombés sur ces plages en 1944, qui n'avaient parfois pas 18 ans, pour honorer leur mémoire, c'est bien de faire des commémorations chaque année, l'année souvenir, de déposer des gerbes au pied des monuments aux morts. Mais je crois que c'est encore mieux si on peut aussi en faire un sujet de prospective et de réfléchir à l'avenir. Parce que la paix, elle n'est jamais acquise. Jamais, jamais, jamais. Il faut avoir les instances internationales qui travaillent. On sait que beaucoup de sujets et de disruptions sont source de conflits potentiels. Donc il est tout à fait nécessaire et urgent de constamment travailler à la paix. Alors la bonne surprise, quand on vient, c'est ma première, alors que vous êtes à votre 4e édition, c'est qu'on trouve que les salles sont pleines, ce qui est rare, et que surtout c'est des jeunes qui sont attirés, alors je ne sais pas comment vous faites dans cette région, mais les salles sont pleines de jeunes, lycéens et étudiants. Parce qu'on fait un grand travail partenarial aussi entre l'université et les lycées et avec l'académie de la Normandie. Ça me semble naturel de s'adresser à ce public-là en premier. Pourquoi ? C'est vraiment une banalité de le dire, mais ce sont les adultes de demain, c'est ceux qui seront en responsabilité demain. Donc les acculturer dès le plus jeune âge à ces notions de sécurité humaine, de paix, des conditions pour exercer la liberté, ça me semble être très bien. Et souvent dans leur programme aussi au lycée, ils ont à traiter des 2 derniers conflits mondiaux. Donc c'est tout simplement enrichir leur réflexion et leur connaissance et surtout les rendre acteurs de ce qui est en train de se passer, de se construire, qu'ils puissent dire aux adultes des choses. Vous savez, ce qui était très surprenant il y a 3 ans, quand elle n'était pas du tout connue, Greta Thunberg, on en pense ce que l'on veut, elle n'était pas du tout connue et les lycéens l'avaient détectée. Donc les lycéens ne se trompent pas, ils savent où sont les vrais combats, les vrais sujets pour demain. Donc je crois que les jeunes peuvent aiguillonner les aînés à l'urgence de la situation, l'urgence de l'action. En tout cas, superbe lieu que cette abbaye que je découvre, comme beaucoup d'autres, qui en plus est aujourd'hui le siège donc, du conseil régional, c'est bien compris. Belle transformation, partir d'hier pour être aujourd'hui, se projeter pour demain. Tout à fait, ici c'est... Voilà, le lieu où Guillaume le Conquérant, la reine Mathilde ont vécu, quand on sait ce qu'incarne Guillaume le Conquérant, l'esprit de conquête, on peut dire qu'à partir d'ici se reconstruit l'esprit de conquête, mais pour la paix. Voilà, pour la paix. Faire venir aussi des gens du monde entier. La Normandie, c'est une grande région. On dit souvent que c'est la 2e la plus connue au monde après la Californie. Et pour cause, par rapport à l'histoire que j'ai racontée. Mais raison de plus pour en faire un atout et mettre cette notoriété au service de cet objectif, de cette aspiration, de cette ambition qu'est faire vivre la réflexion pour la paix. Et c'est rendre aussi à nos ancêtres qui ont péri pour la paix, c'est leur rendre hommage. Et c'est le devoir de mémoire, il se construit comme ça dans l'action. Donc on est très fiers d'organiser tout cela en Normandie. D'ailleurs, ceux qui viennent de par le monde connaissent la Normandie, connaissent l'histoire de la Normandie, donc sont tout à fait d'accord pour dire que tout ça fait sens. Les Normands ont été aussi de grands explorateurs, de grands navigateurs, ont sillonné le monde. Ils ont apporté leur civilisation, la culture, le patrimoine, le droit normand jusqu'au sud de l'Italie, aux confins de la Méditerranée, en Sicile. Donc voilà, je crois que tout converge vers cette idée qu'on est le lieu idéal. Pour la boutade, on dit aussi parole de Normand. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. Parole de Normand, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que c'est pas qu'une expression que j'utilise. Parole de Normand, c'est un peu d'ailleurs ce que fait Pierre-Henri souvent dans ce LGF. Catherine Morin de Sailly, sénatrice, bien entendu. Je suis la meilleure cible. Que vous pourrez retrouver d'ailleurs en vidéo sur notre site www.francemaghreb2.fr et sur notre chaîne YouTube de France Maghreb 2. Donc voilà, nous étions à ce forum Normandie pour la paix avec Tarek Mami. Ça se termine d'ailleurs ce soir. On file à Amiens, les amis. Vous connaissez Amiens, j'espère. Oui, j'y ai travaillé moi pendant 6 ans. Ouais. Ah ouais, ouais. T'as bien baroudé. Nous sommes avec l'adjoint au maire en charge de la jeunesse, Madame Marie-Hélène Boucher. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 dans le grand forum. Alors il paraît qu'il y a un événement musical chez vous à Amiens ce soir. Et en plus il y a notre ami DJ Nabil qui y participe. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça s'est fait? Racontez-nous tout.
Alors voilà, donc pendant la période de crise sanitaire, cet événement devait avoir lieu en 2020 et nous avons donc avec le service jeunesse de la ville d'Amiens organisé pendant 2 jours l'édition, c'est la première édition du Festival des Arts Urbains dans un lieu qui est magique dans notre ville, qui est le cirque. Donc c'est une manifestation qui est gratuite, qui s'adresse à toute notre jeunesse amiénoise. Alors il va y avoir des concerts, des ateliers de graphes et de street art, des battles de hip-hop qui vont se succéder pendant 2 jours avec des artistes locaux et nationaux. Très bien, donc Alors c'est gratuit, hein, vous avez dit, c'est gratuit. Et oui, c'est gratuit pour toute la jeunesse amiénoise. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Bravo, madame l'adjointe au maire, et bravo au maire d'Amiens. Hein. Comment ? Ce qui est gratuit ne l'est jamais, il y a toujours quelqu'un qui paie à la fin. Oui, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de réflexion, madame Marie-Hélène Boucher ? Ce que j'ai à répondre, c'est que c'était un événement qui avait été budgété sur l'année 2020 dans le cadre d'Amiens, capitale européenne de la jeunesse. Donc ces crédits étaient alloués et nous avons tenu à ce que la jeunesse amiénoise, après la période qu'ils viennent de traverser avec la crise sanitaire. D'ailleurs, nous attendons énormément de jeunes ce soir. C'est un moment festif, de joie, de partage et de défis qui s'offrent à eux pendant ces 2 jours. C'est où exactement ? Oui, mais d'accord, mais où, madame Marie-Hélène Boucher, ça se passe où ? Au cirque d'Amiens. Au cirque d'Amiens, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Jules Verne. Oui, c'est ça, voilà. Donc mais tout à fait. Oui, il connaît. Donc c'est ce soir, il y aura notre ami DJ Nabil qui est sur place d'ailleurs, pour France Maghreb 2 et pour évidemment ses prestations privées en tant que DJ. Il y aura pas mal de chanteurs. Alors j'ai pas la liste, je sais pas si Nabil peut nous la donner, ou moi si vous l'avez, en tout cas madame Marie-Hélène Boucher, des chanteurs qui vont se produire ce soir par exemple à Amiens. DJ Youssef. DJ Youssef, ouais. Neige. Amine. Section Polo. D'accord, ok. Eh ben écoutez, rendez-vous tous au cirque d'Amiens à l'initiative donc de la municipalité d'Amiens pour ce concert et cette exposition pendant 2 jours. C'est gratos, les amis. Allez-y, faites la fête, amusez-vous, ça fait du bien. Évidemment. Est-ce qu'on va demander le pass sanitaire, madame Marie-Hélène Boucher ? Ah, bien sûr, le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir rentrer dans le cirque. Y compris pour les adolescents de 12 à 17 ans ? Ah bah écoutez, pour l'instant, tout le monde est rentré avec des masques et pass sanitaire. Alors là, les 12-17 ans, je peux pas vous répondre là. Eh bah oui, parce que vous savez que c'est en mesure depuis hier, hein, c'est obligatoire le pass sanitaire, voilà. Voilà, bon, bah merci en tout cas madame l'adjointe au maire en charge de la jeunesse de la ville d'Amiens. Bon week-end à vous. Bon week-end et amusez-vous bien. Merci. Merci beaucoup. Et bravo en tout cas pour cette belle initiative, c'est gratos, donc bravo. Bah justement, le pass sanitaire les amis, il est entré en vigueur depuis hier pour les 12-17 ans. Ça a été donc annoncé depuis un petit moment, hein, c'est pas une surprise hein, pour le coup. Mais pour le coup, on peut se poser quand même la question de l'utilité de cette mesure désormais, donc pour les adolescents, alors qu'elle est en vigueur évidemment pour les adultes. L'utilité dans un contexte épidémique au plus bas. Est-ce vraiment, j'ai envie de dire, utile socialement et acceptable, Ismaël ? Mais c'est là que je me dis que travailler en Belgique, franchement, c'est top. Ici, on nous emmerde pas avec cette histoire de passe sanitaire. Donc, tous les esprits bien pensants qui vont nous faire comprendre que c'était pour un peu limiter la propagation du Covid et compagnie, c'est du flan. Nos voisins européens nous le prouvent. Et donc, aujourd'hui, on peut librement, à Bruxelles, aller sur les terrasses, aller dans les établissements avec le masque, bien évidemment, sans avoir besoin d'une passe sanitaire. Je veux dire, à un moment donné, aujourd'hui, quelqu'un qui est non vacciné, mais qui se fait tester avant d'aller à un événement, est moins dangereux sur le plan sanitaire, qui, pour beaucoup, oublie les gestes barrières, qui, pour beaucoup, je ne dis pas une majorité, mais effectivement, on a tendance à se rendre compte que les gens oublient avec le vaccin les gestes barrières et qui, pour beaucoup, ont l'impression d'être moins dangereux, moins contaminants que quelqu'un qui ne se vacciné. C'est totalement faux. Et moi, j'ai plus confiance d'être entouré de gens qui sont testés que de gens qui sont vaccinés. Et je ne suis pas un anti-vaccin puisque, en bon mouton, hein, puisqu'on nous l'a imposé, moi, je fais des événements dans l'Est de la France. Vous ne voyez pas de demande sans moi-même l'avoir. Donc, j'ai suivi le mouvement pour montrer un peu l'exemple et pas être
en contradiction avec ce que je vais attendre de celles et ceux qui viennent à nos événements. Donc tout ça pour dire que moi je trouve ça stupide, et encore moins pour des gamins, laissons-les tranquilles. C'est vrai, non, mais est-ce que c'est vraiment utile, Ali, pour les gamins de 12 à 17 ans, franchement? On nous avait annoncé début septembre qu'après la rentrée scolaire, au bout de 3 semaines, 4 semaines, on allait voir les effets de la rentrée avec peut-être des augmentations de cas de Covid. Alors, on se rend compte que finalement, que nenni, il n'y a rien eu. Ouais, maintenant, il y a quelques classes fermées, mais c'est vraiment très... Oui, donc en plus, le protocole sanitaire change. Il y a 47 départements où le masque va tomber pour les classes primaires. Ah, faisons tomber le masque. Donc, ça, c'est bon, sincèrement, c'est vrai que l'utilité scientifique aujourd'hui, elle est loin d'être prouvée. Par contre, l'impact pour les enfants, il est terrible, puisque au niveau des activités sportives, il y a pas mal d'enfants, de parents qui renoncent à ce que leurs enfants soient inscrits dans des clubs de sport, d'équitation, de football, de rugby, et ça, je trouve ça hyper pénalisant. Ouais. Voilà. Pierre, quand même, là, pour le coup... Non, mais moi, je me suis largement exprimé, y compris non, sur tu cette t'es pas exprimé antenne. là-dessus, t'es exprimé pour les adultes, on en a largement débattu. Oui, mais là, absolument. Pour les adolescents, est-ce que ça te paraît utile? Je suis également pour le pass sanitaire pour les enfants de 12 à 17 ans. Il s'agit de quoi? Il s'agit, et ça ne pose strictement aucun problème. Ça emmerde tout le monde, Pierre. Mais ce n'est pas vrai, ça emmerde personne. Aujourd'hui, c'est totalement passé dans les mœurs. Rien au Portugal, et d'ailleurs, on se débarrassera, non mais laisse-moi terminer, oui. Et on se débarrassera du pass sanitaire, sans doute. À l'été mais sans doute, et puis d'ailleurs, les mesures ont déjà été amoindries dans un certain nombre de départements, et je rappelle que ce pass sanitaire, ça a permis à plus de 12 millions de personnes d'aller se faire vacciner, de protéger la nation, et de faire en sorte que nous n'ayons pas un 4e confinement. Alors il faut arrêter avec ces polémiques, ça emmerde personne, sauf ceux les antitoutistes qui sont de toute façon toujours aux aguets pour critiquer toute mesure gouvernementale. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais les autres pays européens qui Mais quoi, les autres pays moi, j'ai été au européens, Portugal, le pass sanitaire, il est partout. Non, il est pas Arrête, partout, il est en Allemagne, il est en Suisse, il est en Italie. Non, Pierre, j'étais encore, et c'est des bêtises que tu racontes. J'étais au Portugal ce week-end, j'ai pu boire mon terrasse terrain sans café. Il y a quelques jours, excuse-moi, j'ai besoin du pass sanitaire. Mes amis allemands qui viennent d'arriver il y a 2 jours, ils ont le pass sanitaire, et ça ne pose strictement aucun problème. C'est de la polémique de petit niveau. Pierre, voilà. Laisse-moi terminer. Et donc, au Portugal, là, dire comme Ismaël, c'est du foutage de gueule, etc. Ça ne sert à rien, mais c'est d'une grossièreté absolument invraisemblable. J'étais au Portugal ce week-end. Pierre, j'étais au Portugal. Et alors? J'étais au Portugal ce week-end, j'ai pu boire mon terrain sans café, sans qu'on m'emmerde et sans qu'on me demande quoi que ce soit. J'étais en Espagne cet été, on m'a rien demandé. Voilà, Ismaël te dit en Belgique, on n'emmerde personne. Mais voilà, les gens sont vaccinés, mais on n'a pas besoin de les emmerder. C'est totalement faux. On va dans des mesures. C'est mais vrai. non, on va. Tu rentres pas dans les restaurants, tu rentres pas dans les fêtes, etc. sans pass sanitaire. Dans un restaurant sans pass sanitaire au Portugal, mon vieux. Oui, voilà. Non, mais là, le débat était pour les pour les 12-17 ans, voilà. Il faut qu'ils se vaccinent, eux aussi. Oui, puis Pierre, à l'âge de 3 ans, puis pourquoi pas dès à la naissance aussi. Mais oh, écoute, tu as 11 vaccins obligatoires, ça va, au bout d'un moment. Non, mais il y a juste un truc à attendre. Voilà, et le vaccin, il protège, allez, rappeler ça. Alors, tu as dit c'est une mesure gouvernementale, d'accord. Bon, maintenant, on vient se rendre compte, on est visiblement à la fin de l'épidémie. Peut-être. Non, mais je termine mon promo. Non, mais au niveau mondial, c'est la fin de l'épidémie. En Chine, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose. Dans la marque, dans beaucoup de pays, on est à la fin de l'épidémie. On se rend compte. Je trouve cette cette affirmation. Laisse parler. Ouais, Pierre. mais enfin dire qu'on est à la fin de l'épidémie, alors que par exemple en Afrique, on a une couverture vaccinale de 3% de la population, c'est terrible. En Algérie, il y a la couverture vaccinale est beaucoup plus faible et pourtant le taux de mortalité n'est pas aussi élevé. Alors je termine mon propos. C'est vrai, mais Pierre, arrête de contester tout le temps. Non, mais en Algérie, on ne meurt pas du Covid. Mais on n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit ça? Mais c'est bien connu. Il n'a pas
dit ça? Alors, Pierre, il faut faire attention parce que nous, on est scientifiques, donc on est un peu matheux. Ouais. Donc, il ne faut pas nous faire dire des choses qu'on ne dit pas. Ouais. D'accord? Alors, ne dis pas qu'en Algérie, le Covid a fait moins de morts qu'ailleurs. Est-ce que j'ai dit ça? Non, je te remercie. D'ailleurs, tu devrais me remercier de faire préciser les choses. Est-ce que j'ai dit ça? Je préfère que tu utilises un verbe avec précision, l'adjectif plutôt que de me prêter des propos que je ne tiens pas. Alors, je termine mon explication. Il y a différentes politiques qui ont été menées dans l'Europe et à l'échelle mondiale. On prend pour la plupart des pays industrialisés. On se rend compte que partout, en Suède, en Italie, partout, effectivement, la tendance est vers la baisse. Pourtant, chacun a mené des politiques différentes. Le Danemark avait la sienne, l'Allemagne avait la sienne, l'Angleterre avait la sienne. Finalement, on arrive tous au résultat. Là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est les 12-17 ans. Toi, tu as ton avis, tu as le droit, il n'y a pas de débat là-dessus, de dire il faut poursuivre pour continuer à vacciner les 12-17 ans. Et les protéger. Et les protéger. Et nous protéger. Voilà, et les protéger. Voilà, effectivement. Et le Covid, on est en train de nous expliquer qu'il faut vivre avec. Donc il n'y a pas de débat, on va vivre avec. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, tous les scientifiques, les chiffres qu'on nous a annoncés alarmistes, 50 000 personnes, une 4e vague, une 5e vague, une louche, je ne sais quoi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, malheureusement pour eux, heureusement pour tout le monde, ça n'est pas arrivé. Donc au bout d'un moment, même les scientifiques, les éminents scientifiques qui passent à la télévision, qui visiblement ne sont jamais trompés, qui racontent pas mal d'âneries, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous on parle de faits, on parle pas de ce qu'on entend à la télévision, on parle de faits. Les hôpitaux sont en train de diminuer, au niveau de la région d'Alsace... Grâce à la vaccination. Ça c'est peut-être ton explication. Excuse-moi, 80% de la population vaccinée, oui, ça donc protège. On peut arrêter, donc il est plus utile de vacciner les gens de 12-17 ans. Si il faut continuer pour atteindre l'immunité collective. Il n'y a pas eu de mortalité importante chez les 12-17 ans, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas eu il faut liquider le vaccin, c'est tout, Pierre. Sauf que ça se transmet aux grands-parents, etc. Et qu'il faut les protéger. Oui. Vieux débat. Mais si on est vacciné, on peut transmettre quand même, parce qu'on l'attrape. Donc arrête tes bêtises aussi. D'où la nécessité de vacciner tout le monde. Allez, on y va. Pub dans un instant, on est de retour très vite sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, France Maghreb 2. Bon voilà, écoutez, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le grand forum. Allez écouter l'interview en vidéo sur notre chaîne YouTube, parce que Madame la sénatrice, vous avez écouté tout à l'heure, Catherine Morin de Saïk a interrogé Tarek Mami, qu'il a rencontré lors de ce forum pour la paix en Normandie, parle du DAB+, c'est la nouvelle radio numérique, Pierre, Ismaël et Ali. Donc c'est important, d'autant plus que France Maghreb 2 a inauguré aujourd'hui une nouvelle fréquence à Avignon. Donc on souhaite la bienvenue. On est présent maintenant dans plus d'une 25 villes en France, entre la FM et le DAB, sans oublier l'application que vous pouvez évidemment télécharger. Donc vous n'avez plus d'excuses pour écouter Pierre-Henry ou évidemment les autres, bien entendu. Un petit mot rapide. Il a annoncé hier soir, c'était un débat très tendu hier soir sur Balance ton poste de Cyril Hanouna. Il y avait Bellatar qui a été d'ailleurs sévèrement agressé, menacé par un Éric Nolot vraiment très agressif pour le coup. Et voici ce qu'a dit Bellatar. Il a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle à la condition que Zemmour s'y présente. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il dit que finalement c'est pour lui, je veux, dit-il, je cite, je veux ainsi toucher les gens qui en ont marre d'être discriminés dans les quartiers et où on ne vote pas. Donc il veut représenter une certaine catégorie de la population. En un mot, Bellatar, candidat à la présidentielle, représentant des quartiers, Ali, ça te parle ou pas? Je crois que quand même, l'élection présidentielle est un moment comme relativement sérieux. Ouais. Il faut des candidats sérieux. Alors déjà que certaines personnes critiquent un peu la candidature d'Éric Zemmour, je pense que Yacine Bellatar, c'est un humoriste. Sincèrement, il est très doué. Après, aller sur le terrain de la politique, comme on l'a vu hier. Il est très doué dans son domaine, c'est ce que tu veux dire. Il est effectivement très doué dans son domaine. Le seul reproche peut-être que je peux lui faire dans hier, c'est que il a été calme. C'est vrai que peut-être Nolo était un peu plus agressif. Oui, bien sûr, mais c'est un peu le rôle, je pense. Parce que dans ce genre d'émission, on n'est pas dans le rationnel, on n'est pas dans le débat d'idées, on est que dans l'émotionnel. Donc ça qu'un cri et peut-être aussi. Yacine, il le sait bien que le Front National ou le Rassemblement National ou Zemmour
à la limite, ces gens-là sont prévisibles. Ouais. Quand vous discutez avec quelqu'un du Front National, on sait pertinemment que vous allez vite perdre vos moyens, parce qu'ils vont tout de suite vous emmener sur un terrain un peu malheureusement. Donc sa candidature, qui continue son humour. Tu lui dis non, toi. Oui, non. Ismaël, on dit quoi, Balatar? Tu renonces ou tu y vas? Ben, honnêtement, moi, j'aurais pas de souci avec sa candidature, mais moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas conditionner une candidature à la candidature d'un autre. La candidature, ça vient d'être dit, c'est quand même quelque chose de sérieux, qui doit être basé sur un projet de société concret. Y aller parce qu'on veut être l'adversaire d'un tel, c'est stupide, et je dirais que il y a pas longtemps, BFM titrait qu'on avait la droite la plus bête du monde. Je pense qu'on a la gauche la plus bête du monde et que si tous les militants antiracistes, celles et ceux qui défendent les droits des femmes, qui défendent l'égalité salariale, la justice sociale, l'écologie politique pragmatique, incitative et non contraignante, si tous ces gens-là de bonne volonté s'unissaient plutôt que d'aller chercher la place, on arrive largement en tête du premier tour. Donc ces divisions vont nous coûter encore une fois un mandat de gauche possible. Et on le sait, ce sera un duel très certainement Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et puis dernière chose, je pense qu'une candidature de Bellatar qui ferait peut-être 1, 2, allez, disons 5%, grand maximum. Après, on peut pas... On rembourserait sa campagne quand même. Ouais. Mais elle ne peut que faire du mal et servir les intérêts d'Éric Zemmour. Oui, Pierre-Henri. Alors, je suis en accord avec ce qui a été dit précédemment, et j'ajoute Pourquoi précédemment? Dis-lui, t'es en accord avec ce qu'a dit Ismaël, vas-y. Mais avec Ismaël et Ali, oui, il me semble qu'il y a eu deux mal, intervenants. Mais pas du tout, mais pas du tout. Le mec, il fout la mais merde. Pas du tout. Tu cherches absolument à nous diviser, mais et je vais ajouter un élément. Moi, il y a un élément qui m'énerve beaucoup quand on se dit le représentant des quartiers. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme si le quartier, il était homogène. C'est cette idée saugrenue qu'ont d'ailleurs un certain nombre de gens qui ethnicisent les questions, toutes questions sociales, qui les racialisent et qui vont expliquer que en Seine-Saint-Denis, évidemment, il n'y a que de la violence, des racailles, etc. Alors que c'est un territoire d'une richesse extraordinaire. Donc le candidat des quartiers, ça ne veut strictement rien dire. Bon, allez, dehors tout le monde. Pas de coup de cœur, pas de coup de gueule, désolé, parce qu'on est en retard. N'oublie pas de passer à la compta, mon Pierre, pour le taxi. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. La compta est encore partie. Mais en même temps, c'est 18h, c'est vendredi. Qu'est-ce que je te dise? Fallait venir plus tôt, fallait venir à l'heure. Voilà. Pierre-Henri, merci mon Ismaël, Budjekada, et continue de bien kiffer à Bruxelles sans le pass sanitaire, sans qu'on nous emmerde. Et merci beaucoup Ali. Bon week-end Ismaël. La semaine prochaine les amis. Et Marseille, ils vont faire quoi ce week-end? Ils vont encore perdre? Ça se passe comment la machine à perdre à Marseille? Là, ça a commencé, ça y est. Mais tu n'as pas compris que c'était un spectacle le football, et pas un truc chiant ou pas un truc à 600 millions où tu as une équipe. Pas un truc chiant. Là, entre Messi qui a marqué. Bon, d'accord, un but. On l'a payé pour ça. 7 matchs. Attends, vu le prix auquel il est payé, franchement, toi qui te fais le défenseur de la veuve et de l'orphelin, franchement, il faut arrêter avec Messi. Plus l'orphelin que la veuve. Merci à tous, bon week-end. Et rendez-vous lundi. Au revoir. Allez, restez avec nous évidemment sur France Maghreb. Ciao à tous. N'oubliez pas le best-of demain 18h-20h tous les samedis.